Il s'appelait Ahmed Bakayoko. Il était l'ami du peuple et des artistes. Voilà un an, une maladie fulgurante l'emportait. Je reçois aujourd'hui son biographe, Dr Jean-Jacques Konadjé. Vous êtes dans Droit dans les yeux. Ambak, une vie au service de la nation aux éditions La Bruyère. Vous êtes l'auteur de cette biographie officielle. Docteur Konadjé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de cette info. Première question toute simple et personnelle. Qu'a représenté pour vous Ahmed Bakayoko? Ahmed Bakayoko a représenté pour moi d'abord un patron, au sens le plus noble du terme. Et au cours de notre collaboration, il est devenu par la suite un mentor. Ahmed Bakayoko a été pour moi un mentor parce qu'en venant auprès de lui, c'est vrai que j'avais des compétences en matière de défense et de sécurité, mais il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris la gestion administrative, il m'a appris la politique au sens le plus noble du thème, parce qu'à certains niveaux de responsabilité, nous sommes obligés de côtoyer les hommes politiques. Et vu le contexte dans lequel on évoluait, Ahmed Bakayoko a été pour moi une référence. Une référence qui m'a permis aussi de comprendre que dans la vie, au-delà de tout ce qu'on entreprenait comme, je dirais, travail intellectuel, il fallait aussi réserver du temps pour la famille et il fallait se réaliser personnellement. Et il vous a donné l'opportunité d'entamer une carrière au service de votre pays. Il m'a donné cette opportunité parce que mon histoire avec Ahmed Bakayoko remonte à 2011 à Paris. Au cours d'une conférence, il me rencontre. J'étais le conférencier principal à l'école militaire de Paris. Et après la conférence, il a demandé à me rencontrer. Et quand on a échangé, il a estimé que, au regard du contexte sociopolitique dans lequel la Côte d'Ivoire évoluait en 2011, il fallait que je sois au service de mon pays. Comment avez-vous vécu ces derniers jours et son décès le 10 mars 2021 ? Vous y attendiez ? Je n'ai jamais pensé que ça serait ces derniers jours. Donc moi, j'ai du mal à parler des derniers jours d'Ahmed Bakayoko. Parce que moi, je l'ai rencontré le 8 février 2021. Nous avons eu une séance de travail. Et au cours de cette séance, il a demandé à venir à Abobo pour présenter les candidats à l'élection législative. C'est la dernière fois où vous l'avez vu ? Il est venu à Abobo le 10. Le 10 février, il est venu, il a présenté les candidats et il m'a convoqué pour une séance de travail au niveau de la commune d'Abobo. Ça a été une séance de travail comme d'habitude. C'est vrai qu'on a parlé d'un certain nombre de choses, on a longuement parlé, mais je n'ai jamais pensé un seul instant que c'était la dernière fois de le revoir. Puisque même quand il est parti à Paris, je continuais d'échanger avec lui par téléphone. Voilà. Il venait du peuple, il était proche du peuple qui lui rendait bien. Vous dites dans votre livre que les Ivoiriens, sans même le connaître directement, aimaient Ahmed Bakayoko. Comment a-t-il installé cette relation singulière de proximité avec les Ivoiriens ? Tout part de son éducation. Ahmed Bakayoko, c'est vrai, il est issu du peuple, mais c'est son authenticité qui fait que Ahmed Bakayoko est aimé. Voilà quelqu'un qui est parti de rien, qui a gravi les échelons, mais qui n'a jamais renié un pan de son passé. Et le fait de ne pas renier un pan de son passé, ça fait que Ahmed Bakayoko appartient à toutes les couches sociaux. Et les gens le sentaient. Les gens le sentaient. Il était vrai. Il était vrai, il était authentique, il était original. Et c'est quelqu'un qui s'inspirait de son passé pour pouvoir motiver la jeunesse. C'est quelqu'un qui n'a jamais coupé les liens avec ceux qu'il a connus durant toute l'évolution de sa carrière. Que ce soit à Agamé, à Trècheville, au Plateau, à Cocody, au Burkina Faso, un peu partout où Ahmed Bakayoko est passé, il a maintenu les contacts. Et il a maintenu les contacts avec ses amis d'enfance qui l'ont entouré, dont certains l'ont entouré pendant toute l'évolution de sa carrière. Alors, vous venez de le dire, il n'a jamais oublié d'où il venait. Est-ce que vous pouvez rappeler où il a grandi et avec quelles valeurs, justement? Vous parliez de son éducation. Oui, Ahmed, il est né à Agamé, il a grandi à Agamé et
Il a été à l'école publique, d'abord à l'école maternelle du quartier, à Gamay Habitat Extension. Après, il a été à l'EPP à Gamay Extension, à Gamay Habitat Extension. Il a fait le collège moderne d'Agamay. Donc, Ahmed est resté dans le peuple. Mais il a grandi comme tout enfant grandirait aujourd'hui dans un quartier populaire. Il a joué au foot, il a côtoyé des amis, ils ont organisé des tournois de Maracana. Et c'est quelqu'un qui, dès le départ, a présenté des signes de maturité. Parce qu'il était confronté à des challenges. Il aimait les challenges, mais il se promenait. Et ça, c'est le témoignage de son grand frère. Et lui-même, il a dit, parce que le livre a été fait de son vivant, une partie du livre. Donc, Ahmed, il disait qu'il aimait des challenges et il allait au-delà de ce que sa condition sociale initiale vraiment lui réservait. Voilà quelqu'un qui, étant d'un quartier populaire, déjà à l'âge de 12 ans, il se promenait avec ceux qui en avaient 15, 17, 18. Il quittait Agamay Habitat Extension pour fréquenter ses camarades qui sont pour nouer des amitiés avec des personnes, des enfants. Il était toujours tourné vers les plus âgés, ceux qui pouvaient lui apprendre quelque chose. Les plus âgés, tourné vers ceux qui pouvaient lui apporter quelque chose. Et il apprenait de ces personnes-là. C'est ça. Voilà. Et il engrangeait. Il engrangeait. Une éponge. Ahmed Bakayoko, c'était plus qu'une éponge. C'est quelqu'un qui a une capacité de rétention extraordinaire. C'est quelqu'un qui sait anticiper. Et c'est quelqu'un aussi qui avait cet art de l'improvisation, cet art de la repartie. Ou de la fausse improvisation, parce que tout était en tout cas, là. Tout était là. Ouais. Et il savait bien, en tout cas, manifester cela. Et d'où lui venait, à votre avis, sa légendaire générosité et sa proximité avec les jeunes? Je pense que c'est au fur et à mesure, en côtoyant un certain nombre de personnalités dans sa vie. D'abord, son histoire personnelle, le fait de savoir d'où il vient, le fait d'avoir grandi dans certaines conditions, de s'être battu pour pouvoir se faire une place au soleil, je pense qu'il a voulu que cela serve d'exemple. Il a voulu que cela serve d'exemple à la jeunesse. Donc, chaque fois qu'il pouvait aider, il n'hésitait pas. Et puis, la fréquentation des artistes, ça l'a beaucoup... Avant même la fréquentation des artistes. À côté de cela, il y a la rencontre avec son épouse Yolande. Peut-être qu'on en reviendra. Oui. Ça lui a permis de comprendre que l'être humain est au cœur de l'ambition politique d'un homme. On fait la politique pour l'épanouissement de l'homme. Et pour pouvoir faire la politique pour l'épanouissement de l'homme, il faut faire la politique par le bas. C'est-à-dire essayer d'aider les gens, essayer de les tirer vers le bas. Et n'oublions pas sa rencontre aussi avec la première dame et plus tard le couple Ouattara, ça a été un tournant décisif dans sa vie. Parce que lui-même, il aimait à lui dire, la première dame, c'est une dame généreuse et il a tiré une partie de cette générosité à travers les fréquentations qu'il a pu avoir. Nous allons y venir, mais vous venez d'évoquer son épouse Yolande. Bien sûr, cette rencontre est déterminante. Vous racontez dans le livre qu'ils se sont rencontrés en 1992 dans un aéroport français. Il disait d'elle qu'elle était son rocher ou sa boussole, et vous la qualifiez de source de motivation. Oui. Une relation très forte. Oui, Yolande est une source de motivation, a toujours été une source de motivation pour Ahmed, parce que leur rencontre a été une rencontre hasardeuse. Et au fil du temps, Ahmed, en côtoyant Yolande, a commencé à être plus structuré, à mieux hiérarchiser ses projets, à mieux viser l'avenir. Parce que lorsque Yolande rencontre Ahmed, il est fougueux, il est syndicaliste, il est aux premières loges dans la lutte pour la défense de l'image du président Félix Houphouët-Boigny. Mais lorsque les deux commencent à se fréquenter, Yolande est avocate de formation. Yolande a étudié le droit, elle est structurée, elle est cartésienne, comme on l'a défini. Donc Ahmed va s'inspirer de la vie de Yolande. Une vie très structurée, très programmée, avec des projets sur le court, le moyen et le long terme. Et c'est la vérification de l'adage, derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Et moi, je dirais qu'avec le couple Bakayoko, on peut battre un peu cet adage-là en brèche. Je dirais, à côté du grand Ahmed Bakayoko, il y a eu la grande Yolande Tano, qui est devenue plus tard Yolande Bakayoko. Parce que Yolande apparaît en filigrane
Tout à fait. dans la vie d'Ahmed Bakayoko. Mhm. Elle apparaît là. à tous les moments clés. Figurez-vous, les deux se C'est sa rencontrent. première et sa meilleure conseillère, en fait. Sa première, sa meilleure, sa principale conseillère, c'est Yolande Bakayoko. Yolande Bakayoko a toujours été le premier et le dernier rempart d'Ahmed Bakayoko. Sur le plan politique, il était capable de parler à tout le monde, y compris aux membres de l'opposition la plus virulente. Ahmed, c'était le symbole de la cohésion sociale. Ahmed m'a toujours dit, le premier ministre Ahmed Bakayoko m'a toujours dit, en politique, nous ne sommes pas des ennemis, mais nous sommes des adversaires. Nous sommes tous les enfants de ce pays. Nous sommes tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Et il faudrait que nos divergences aient des limites. Il ne faudrait pas que nos divergences virent en animosité. Parce que si nous commençons déjà à faire cette politique très dure, cette politique où on ne se pardonne pas, qu'allons-nous laisser comme exemple aux générations futures et à nos enfants? Donc Ahmed, c'était le symbole de la cohésion, mais c'était l'homme d'ouverture. Ahmed, c'est l'homme qui décrochait son téléphone et qui appelait tout le monde. Ahmed, c'est celui qui avait des amitiés partout. En 2011, au moment de la crise post-électorale, quand on demande aux Ivoiriens, à ceux de l'opposition qui étaient partis en exil, je vous assure que la plupart de ceux qui sont rentrés d'exil, C'est par lui que c'est c'est passé. par le premier ministre Ahmed Bakayoko que c'est passé, parce qu'il leur a non seulement donné des gages de sécurité, des garanties de sécurité, mais c'est parce qu'il parlait à ces personnes. C'est parce qu'il parlait à ces personnes, même dans l'opposition. Proche du peuple, pouvant parler à tout le monde, on voit bien que c'était un atout politique essentiel pour le président Ouattara. Comment a-t-il fait pour occuper cette place particulière sur l'échiquier politique? Cette place particulière vient du fait que Ahmed a toujours été là quand il le fallait. Ça, c'est de un. De deux, c'est par rapport aussi à sa loyauté et à sa fidélité. Parce que l'histoire de l'ascension au pouvoir du président Ouattara est une histoire longue et qui a été faite en dents de scie. Ce n'est pas un long fleuve. Et Ahmed a été de tous les combats. Alors justement, son premier combat, c'est pour défendre Houphouët-Boigny. Comment est-ce qu'il entre en politique au début des années 90? C'est-à-dire qu'au départ, le président Ouattara était le premier ministre, qui a déjà été l'unique premier ministre du président Houphouët-Boigny. Donc, lorsque Ahmed décide de défendre le président Houphouët-Boigny, il défend le président Houphouët-Boigny et son premier ministre. C'est comme ça que ça commence. Et en 93, au moment c'est-à-dire au décès du président Houphouët-Boigny, il y a eu des divergences de vues au sein de l'appareil même du PDCI. Et là, il fallait opérer des choix. Et Ahmed a opéré un choix, je dirais, de cœur. Et depuis lors, il n'a jamais quitté le président Ouattara jusqu'à sa mort. Justement, comment rencontre-t-il le président Ouattara? Il y a eu plusieurs étapes. D'abord, il y a eu une rencontre avortée dans les années 88. Ça, c'était au Burkina Faso. Étant étudiant, le président Ouattara était gouverneur de la BCEAO. Donc, il était venu pour superviser la construction de l'immeuble qui devait abriter le siège de la BCEAO au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou. Et là, il n'a pas pu le rencontrer. Et lorsqu'il rentre en Côte d'Ivoire, au début des années 90-91, en 92, il rencontre Ouattara dans un cadre purement professionnel. Formel, oui. Formel, en tant que président des jeunes, du PDCI et tout cela. Il rencontre Ouattara dans un cadre formel. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Au moment du mariage du couple Ouattara, Ahmed Bakayoko, à l'époque, patron du journal Le Patriote, décide de faire la couverture médiatique du mariage du couple Ouattara, qui est célébré à Paris. Et en ce moment-là, il passe par le ministre Ali Koulibaly, qui le met en contact avec le ministre Bamba Moussa, paix à son âme, qui le connecte, comme on le dit, avec Dominique Ouattara. Donc c'est Dominique qui va ouvrir la porte à Ahmed Bakayoko pour qu'il puisse rencontrer le président Ouattara. Alors, plusieurs questions qui viennent avec le récit que vous venez de faire. Comment est-ce qu'il devient patron de presse à 25 ans, sans un sou en poche et face au scepticisme généralisé? Pourquoi il fait ça?
Ahmed, lorsqu'il rentre du Burkina Faso, il s'engage dans le militantisme, dans le syndicalisme, avec le MESI. Après, ils vont créer le GES-PDCI, Jeunesse Estudiantine du PDCI. Et plus tard, il se rend compte qu'il y a une opposition qui est virulente et une opposition qui essaie de traîner le président Houphouët-Boigny dans la boue à travers des articles de presse très acerbes où on tourne le président Houphouët-Boigny en dérision. Et on le traite de voleur. On le traite de voleur, on le traite d'incompétent, d'incapable, de celui qui, plus de 30 ans de règne, qui est au soir de sa vie, donc il faut l'humilier. Ahmed, à l'époque, était étudiant en médecine. Donc, il s'est dit qu'il y avait une presse gouvernementale à l'époque, Fraternité Matin, qui était une presse institutionnelle, qui ne voulait pas descendre dans la posture de ce que la presse de l'opposition faisait à l'époque. Donc, il a estimé qu'il pouvait mener un autre combat. C'est-à-dire qu'il avait déjà le combat du terrain étant syndicaliste, et il a estimé aussi qu'à côté de cela, il y a un combat, il y a une guerre de l'information qu'il devait mener. Mais c'est ça qui motive l'arrêt de ses études de médecine, alors qu'il est déjà en 3e année. Il crée d'abord le journal Le Patriote et il estime qu'il veut être engagé dans la politique et qu'il ne peut pas être très bon politicien s'il se consacre à la médecine et il ne peut pas être très bon médecin s'il consacre plus de temps à la politique. Donc, lorsqu'il lance le journal Le Patriote, il décide de mettre fin à ses études pour se consacrer à cette nouvelle entreprise. Alors, vous l'avez évoqué, une autre personne a joué un rôle très important dans son ascension politique, dans l'ascension politique d'Ahmed Bakayoko, mais aussi peut-être un peu dans la construction de l'homme qu'il est devenu, c'est Madame Dominique Ouattara. Oui. Madame Dominique Ouattara est une référence pour Ahmed Bakayoko, à tout point de vue. Parce que c'est Dominique Ouattara qui est la première à faire confiance à Ahmed Bakayoko. C'est ça. Et lorsqu'elle lui fait confiance, elle lui ouvre d'abord les portes de sa famille, les portes de sa maison, où Ahmed rencontre Alassane Ouattara. Mais plus tard, Dominique Ouattara, qu'est-ce qu'elle fait? Elle soutient Ahmed Bakayoko dans ses différents projets. Parce que quelques années après le Patriote, Ahmed décide de se lancer dans la création d'une radio privée au moment de la libéralisation du paysage audiovisuel. Et il a fallu que ce soit Dominique Ouattara qui apporte sa caution, je dirais, morale et financière pour créer Nostalgie. Et jusqu'aux années 2000, Ahmed est devenu le patron de Nostalgie Afrique. Je pense qu'il a fallu le soutien. Donc elle a joué un rôle dans son ascension et professionnelle et politique. Elle a joué un rôle important. Et Ahmed l'a toujours rappelé chaque fois que l'occasion se présentait. Ahmed Bakayoko se référait souvent au président Ouattara, son mentor politique. À votre avis, que représentait Ahmed aux yeux du président? Ahmed était d'abord le fils politique, je dirais, du président Ouattara. Parce qu'il a été l'un des jeunes, des rares jeunes de sa génération à s'engager au RDR au moment de la création du parti. Et pour avoir soutenu le président Ouattara dans l'opposition, Ahmed Bakayoko a payé un lourd tribut, à commencer par son incarcération en 1994. Et lorsqu'il est incarcéré, il perd déjà tout parce qu'on lui verrouille toutes ses affaires et Ahmed se retrouve sans un seul sou. Donc cette fidélité lui est chère. Cette fidélité lui est chère parce que Ahmed a été loyal et il est resté constant dans sa loyauté vis-à-vis du président Ouattara. Et inversement, que représentait le président Ouattara pour Ahmed Bakayoko et qu'est-ce qu'il a appris de lui en fait? Bon, le président Ouattara a représenté un modèle parce que déjà lorsqu'il était gouverneur de la BCEAO, le président Ouattara représentait un modèle de réussite pour la jeune génération. Et cette jeune génération, Ahmed faisait partie de cette jeune génération qui voyait dans le président Ouattara une élite, c'est-à-dire quelqu'un qui, de par sa formation, son parcours, a pu briller et représente fièrement l'Afrique à l'étranger.
à l'international. Et lorsque Ahmed fait sa rencontre, ça change aussi sa vie. Ça change sa vie parce que Ahmed me dit qu'il avait rencontré un certain nombre d'hommes politiques, mais sa rencontre avec Ouattara, Elle est déterminante. elle est déterminante parce que cette rencontre lui a permis de comprendre que quand on fait de la politique, c'est de façon cartésienne. Quand on fait de la politique, c'est de façon, je dirais, logique. La politique, c'est un projet. La politique, ce sont des moyens. Voilà pourquoi Ahmed disait toujours une indépendance financière pouvait lui permettre d'avoir une liberté de temps pour faire de la politique. Et je pense qu'il a appris cela du président Ouattara. Ahmed Bakayoko était un homme politique avisé et prudent. Vous en avez fait l'expérience, vous avez fait une petite référence tout à l'heure. Votre livre, il était prêt dès 2015 et à plusieurs reprises, il vous a empêché de le publier. Vous pouvez nous raconter ça et pourquoi ? Oui, je situe les choses dans le contexte. En 2015, il me donne l'autorisation. Bon, disons fin 2014, il me donne l'autorisation. 2015, je commence la rédaction. En juin 2016, je termine. Le livre est prêt et le manuscrit est corrigé de bout en bout par son épouse et lui-même. Plus particulièrement par Madame Yolande Bakayoko. Et lorsque je termine, je lui dis, bon, je vais contacter une maison d'édition pour qu'on lance la publication du livre. Il me dit, non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment parce que je suis en mission pour le président Ouattara. Il faut que je sois concentré. En 2017, lorsqu'il est nommé ministre d'État, ministre de la Défense, je fais la même démarche parce qu'il me fait l'honneur de me nommer chef de cabinet. Donc, au bout de quelques temps, je lui dis, mais écoutez, monsieur le ministre d'État, à ma qualité de chef de cabinet, j'ai pu glaner quelques informations de votre présence au ministère. Je pense que c'est le moment de lancer le livre. Il dit, non, Konagui, je suis en mission. Tu sais qu'on m'a fait venir là parce qu'il y avait problème au sein de l'armée. Il faut que nous soyons concentrés sur notre mission. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. En 2018, il est élu maire de la commune d'Abobo. Il me fait l'honneur de me nommer directeur de cabinet. Donc là, je suis au cœur de l'action au niveau d'Abobo. Et au bout de quelques mois, je le vois, je lui dis, mais monsieur le ministre d'État, je pense que c'est le moment. Vous avez votre programme de société qui est inédit, il faut qu'on le publie. Il me dit, non, je pense que ce n'est pas le moment. Tu sais, Konagui, je suis en mission. Mais qu'est-ce que je retiens de tout ça? Ahmed Bakayoko a agi de la sorte parce qu'il était dans une dynamique de mission. Pour lui, il était en mission pour le président de la République. Il ne voulait pas qu'on pense qu'il avait des arrière-pensées ou qu'il se positionne avec la sortie d'un livre sur lui. Au-delà de cela, il a estimé que faire sortir un livre sur sa personne mettrait plus des projecteurs sur son parcours. Ahmed a toujours voulu qu'on le juge par les résultats. On lui prêtait des ambitions politiques, mais il lui refusait non seulement d'en parler, mais aussi il refusait d'apparaître même comme un homme qui pouvait avoir un destin national. Il était très prudent sur ce sujet. Il a toujours été loyal au président de la République. C'était sa loyauté d'abord. C'était sa loyauté d'abord. Ce qu'il faisait maintenant importait plus. Et il estimait que c'était plus les résultats. À partir du moment où il était en mission pour le président de la République et que le président était satisfait de ses résultats et qu'il était en phase avec le président de la République, c'était pour lui largement suffisant. Et je comprends aujourd'hui pourquoi il a estimé que le livre ne devait pas sortir. Parce que Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui avait une réputation, une renommée, mais il mettait tout cela au crédit et au compte du président de la République. D'ailleurs, il s'était rangé franchement derrière le choix du président de la République et du RHDP, derrière Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle de 2020. Et si vous écoutez le discours mémorable qu'il a prononcé ce jour-là, ça montre encore toute sa détermination. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a toujours dit que le choix du président Ouattara était son choix. Et que le président Ouattara avait toujours dit que c'est une équipe qui allait lui succéder. Et lui, Ahmed Bakayoko, il était déjà dans cette équipe. Et le choix du président s'est porté sur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et si vous vous souvenez, ce 12 mars 2020, lorsque le bureau politique se réunit, Ahmed Bakayoko est le premier
Mais c'est lui qui à fait le discours qui prononcer emporte, bien le sûr. discours. Et il prononce un discours qui plante le décor. Et dans ce discours, il dit, Monsieur le Président de la République, vous avez choisi notre capitaine et nous sommes derrière lui et nous savons que nous allons garder la coupe à la maison parce que nous avons un bon capitaine. Mais au fond, est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez qu'il pensait qu'un jour, il pourrait peut-être diriger ce pays? Ça ne faisait pas partie de ces discussions quotidiennes. Pour ce que je sais, pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko, il estimait qu'à ce niveau de responsabilité, il était au service de sa nation. Mais il avait une conception quasi mystique du pouvoir. Pour lui, ça ne pouvait en aucun cas venir du choix ou de la volonté d'une personne. C'est peut-être cette sagesse qui lui permettait de ne pas trop se prendre la tête avec ce sujet, si je puis dire. Il était beaucoup croyant. Ouais. Et au regard de son parcours, quand on voit son ascension, Ahmed Bakayoko n'a jamais forcé dans l'obtention d'un poste. Et comme je le dis, la vie d'Ahmed Bakayoko, c'est une très belle leçon à la vie. Parce qu'il a combattu le fatalisme. Il a déjoué tous les pronostics. Ahmed a toujours été là où on s'y attendait le moins. Quand on regarde son parcours, il a toujours été là où on s'y attendait le moins et il a excellé, il a brillé par ses résultats. Vous anticipez quasiment mes questions. Par exemple, effectivement, quand il a été nommé en 2011 ministre de l'Intérieur, c'était à la surprise générale et probablement à la sienne propre. Et beaucoup se demandaient s'il pourrait réussir dans cette mission. Et il a réussi. Est-ce qu'il y avait une méthode, Ahmed Bakayoko, quand il arrivait à la tête d'un ministère? Oui, il y avait une méthode, mais il y avait une approche. D'abord, l'approche Ahmed Bakayoko, c'est de se faire entourer des talents. Peu importe vos origines politiques, vos origines sociales, vos origines ethniques, à partir du moment où vous êtes brillant, vous avez les compétences dans le domaine dans lequel il doit travailler, il vous fait appel. Ça, c'est l'approche. C'était un découvreur de talent. Ahmed Et vous en êtes un exemple. Il vous a cherché et vous ne connaissez pas. Pas du tout. En 2011, il ne me connaissait pas. Et il y en a quelques d'autres. années, il y en a d'autres. Tous ceux qui ont servi le Premier ministre Ahmed Bakayoko à un certain niveau de responsabilité sont des personnes... Préfet Toby. Voilà. Sont des personnes qu'il a détectées ou qui lui ont été recommandées. Mais ce sont des personnes qui sont arrivées par rapport à leurs compétences. Et pour revenir à ce qu'on disait par rapport à la méthode Ambak, c'est son pragmatisme. C'est ce pragmatisme-là qui qualifie l'homme. C'est son humilité. Lorsqu'Ahmed il vous rencontre, pour la première fois, il vous dit « Je vous ai fait venir parce que je ne connais pas votre domaine. Je vous fais venir parce que je compte sur vous. Je suis le ministre, mais c'est vous qui allez me conseiller. » Il tranche à la fin. C'est lui qui tranche à la fin. Et c'est ça le leader. C'est ça le grand manager. C'est quelqu'un qui tient compte de tous les avis parce qu'il sait que tous les avis peuvent compter et à la fin, il prend toujours la bonne décision. Vous l'avez pratiqué au quotidien. Quel patron c'était? C'était un patron exigeant. Très exigeant. Très exigeant, méticuleux. Un patron dont l'excellence était son leitmotiv. C'est-à-dire que je pense que c'est ce qui... Il s'emportait un peu, non? Oui, il s'emportait lorsque on n'était pas en phase. Parce qu'il estimait que le résultat devait primer sur toutes les émotions. Et il était prêt à nous faire, c'est-à-dire à aller chercher ces résultats-là dans nos tréfonds. Et pour cela, je vous assure que, au regard de son caractère méticuleux, c'est-à-dire que je prends un exemple, le Premier ministre Ahmed Bakayoko doit prononcer un discours, mais on rédige ce discours jusqu'en 25 exemplaires, 25 versions. Une virgule qui n'est pas dans le discours, on le change. On change tout le discours. Donc c'est quelqu'un qui était d'une extrême rigueur. Et ça ne correspond pas à l'image colportée généralement, publiquement. Justement, c'est l'un des aspects qui m'a le plus frappé lorsque je l'ai côtoyé. Et c'est ce qui a valu, ou bien c'est ce qui a justifié le fait que j'écrive sur lui. Parce qu'en le côtoyant, j'ai découvert qu'il était d'une vivacité d'esprit et d'une extrême intelligence qui était à des années-lumière de tout ce qu'on avait pu avoir, ou on avait pu dire à son sujet,
en Côte d'Ivoire ici. Donc pour moi, écrire sur Ahmed Bakayoko, c'était de déconstruire ses idées préconçues. Mais au-delà de cela, c'était de montrer aussi que nous avons affaire à quelqu'un de génie dans son domaine. Ahmed Bakayoko, c'était un génie politique. Il a eu une carrière ministérielle éblouissante, on ne va pas répéter, mais on a le sentiment que ce dont il était le plus fier, et ce à quoi peut-être il tenait le plus et il voulait absolument réussir, c'est son mandat de maire d'Abobo. Pourquoi est-ce qu'il aimait ce mandat? Pourquoi est-ce qu'il tenait beaucoup à réussir à Bobo? Ahmed Bakayoko tenait à réussir à Bobo pour plusieurs raisons. La première raison, ça dépend des conditions dans lesquelles il arrive dans la commune d'Abobo. C'est-à-dire qu'il arrive à Abobo parce que le président de la République l'envoie en mission. Encore une fois, on voit là le rapport entre le Premier ministre Ahmed Bakayoko et le président de la République. Mais il arrive à Abobo parce que Abobo, en tant que bastion du parti au pouvoir, est, je dirais, en perte de vitesse, en perte d'électorat. Donc, il faut reconquérir Abobo. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, il aime les challenges. Donc, la reconquête d'Abobo a été pour lui une priorité parce qu'il y avait quoi? Il y avait l'homme, avec grand H, au cœur d'Abobo. Son slogan, c'était la transformation d'Abobo. Je suis à votre service. Ahmed Bakayoko aimait servir et pour lui, l'une des meilleures façons de toucher ce que je qualifie de humanisme pragmatique, c'était de servir la population d'Abobo. Parce qu'on sentait la transformation. C'est le mandat de maire, le circuit est court. On décide, on voit. On décide, on voit. Et on est en contact régulier avec la population. Abobo, c'est la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire. C'est, je dirais, la Côte d'Ivoire en miniature. Et le véritable challenge d'Abobo, c'était de faire en sorte que Abobo puisse rattraper ce train de l'émergence. Et pour cela, il a estimé que, étant donné que le président de la République l'avait envoyé en mission, il faisait d'Abobo l'une de ses priorités. Quels sont, rapidement résumés, ce qu'il a bien réussi dans ses missions ministérielles? Est-ce qu'il a eu des échecs? Pour ce qui est de Ahmed, partout où il est passé, il a révolutionné son secteur. Il a révolutionné son secteur, que ce soit des NTIC. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des meilleurs ministres des NTIC, tout simplement parce que les décisions qu'il a pu prendre, les projets qu'il a pu initier... Elles ont été structurantes. Structurantes, et on constate les retombées. Quand Ahmed arrivait au ministère des NTIC, d'abord c'était le ministère des Postes et des Télécommunications. Il a fallu que ce soit au moment où Ahmed prenne ce ministère qui devienne le ministère des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. Certaines décisions qu'il a pu prendre de façon courageuse sont aujourd'hui des décisions dont on a les retombées. Par exemple, quand il prend le ministère des NTIC, le coût de la communication cellulaire est à 400 francs CFA. En quelques années, il ramène ce coût à 100 francs CFA. Il n'était pas énarque, comme je le dis. Il a révolutionné le secteur de l'administration et de la sécurité. Il prend ce secteur dans une Côte d'Ivoire en lambeaux, où il n'y a aucune administration. En 2011. 2 années plus tard, toute la Côte d'Ivoire est sous contrôle administratif, territorial. L'indice de sécurité, c'était à 3,6. En 2 années, nous sommes passés à 1,6. On le comparait à l'indice de sécurité de New York. Il prend le ministère de la Défense dans un contexte de mutinerie générale, où l'armée était trop bavarde. Je vous assure, peut-être vous pouvez témoigner, aujourd'hui, l'armée est redevenue la grande muette. L'armée connaît la révolution. Parce que partout où Ahmed est passé, il a placé l'homme, l'être humain, au cœur de tous ces projets qui sont venus engranger. C'est le cas de l'armée, où il a fait de l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires sa priorité. Il estimait qu'avant qu'on aille acheter des chars, avant qu'on aille acheter des porte-avions, il fallait que le militaire mange bien. Le militaire s'habille bien, il vive bien et qu'il ait de la dignité vis-à-vis de sa famille. Pour ce qui est des échecs, je ne parlerai pas d'échecs. Je parlerai des limites de certaines actions qu'il a posées. Pourquoi des limites? Parce que Ahmed était visionnaire. Ahmed Bakayoko était visionnaire et il n'avait pas toujours, dans le cadre des différents ministères ou bien des différents postes ministériels qu'il a occupés, il n'avait pas toujours
les moyens de la politique Un exemple qu'il voulait. de sujet qu'il aurait voulu pousser et qu'il n'a pas pu. Je prends par exemple le cas d'Abobo. Quand on arrive dans la commune d'Abobo, il estime que la commune, les populations vivent dans une extrême pauvreté. Ahmed s'est battu pour qu'on puisse mettre en place ce qu'il a appelé le guichet de la solidarité. Il estimait que tous ceux qui sont de la commune d'Abobo, ce n'était pas de l'assistanat qu'il fallait faire, mais il y a des personnes qui étaient dans l'extrême pauvreté qu'il fallait redorer un peu l'honneur, la dignité. Mais malheureusement, les collectivités territoriales n'ont pas vraiment les fonds nécessaires pour faire ce genre de... Et puis il y a ce qu'il n'a pas pu faire à la primature. Il a à peine ébauché. Son grand projet, c'était la réconciliation. Son grand projet, c'était la réconciliation. Et il a initié cela déjà à travers le dialogue politique. Le dialogue politique est en berne, mais lorsque Ahmed Bakayoko arrive, il décide de remettre le dossier. Et je pense que pendant ces quelques mois qu'il a passé à la primature, on a vu qu'il y avait l'atmosphère qui reprenait, c'est-à-dire les partis de l'opposition commençaient à reprendre confiance dans le dialogue politique qu'il avait initié sous les orientations du président de la République. Quel est, à votre avis, le fil conducteur, l'unicité de, à la fois, sa vie publique très riche et de différentes facettes de sa vie privée? Qu'est-ce que c'est, à votre avis? C'est-à-dire, c'est son authenticité. Encore une fois, je reviens là-dessus. C'est-à-dire, Ahmed a vécu ce qu'il ressentait de façon intrinsèque. Il n'a pas voulu avoir un double personnage ou un triple personnage. Il s'est dit que ce n'est pas parce qu'on est personnalité publique qu'on ne doit pas côtoyer les plus pauvres. Ce n'est pas parce qu'on est personnalité publique qu'on ne doit pas avoir une intimité avec sa famille. Ce n'est pas parce qu'on a mangé dans les ghettos d'Agamé qu'on est devenu aujourd'hui Premier ministre qu'on va renier ceux avec qui on a mangé dans les ghettos d'Agamé. Donc c'est quelqu'un qui est resté authentique jusqu'à la fin. Nous approchons de la fin de cette émission et je vous ai réservé une petite surprise, Monsieur Konadjé. Ahmed Bakayoko, on l'a dit, aimait l'art et les artistes. Il ne pouvait pas vivre sans art d'ailleurs. Il a inspiré une jeune slameuse ivoirienne qui a écrit un texte plein d'émotions, juste pour nous. Je vous présente Hélène Beckett. On veut voir un bac. On veut entendre sa voix qui rangeait même les voyous sur la bonne voie. On veut voir ses mains qu'il tendait à tous, même à ceux pour qui on ne lève pas le petit doigt. Ses mains qu'il ne croisait ni ne tenait en poche, mais qu'il tendait même au manchot. On veut voir ses oreilles qui entendaient la voix des sans-voix. On veut voir son cœur qui faisait vivre Noël même aux inconnus d'hiver. On veut le voir en costume ou en boubou blanc, nous rappelant que la religion, c'est l'acceptation de la différence. On veut voir ses pieds qui entraient chez les inondés et les incendiés pour nous montrer que la paix passe par le pardon de la guerre. On veut voir un bac nous dire « I am back ». On veut voir un bac nous dire « I am back ». Parce qu'avec lui, même l'orphelin, finalement, on n'a perdu aucun parent. Sans lui, les artistes se retrouvent dans une forêt où on voit de toutes les couleurs sauf le vert. Sans lui, on respire, mais il n'y a plus de vie. Sans lui, même la joie rend triste. Et on crève de jalousie envers Dieu parce qu'il est en compagnie de l'exauceur de nos vœux. Oui, on crève de jalousie envers Dieu parce qu'il nous a pris notre demi-dieu. Ne serait-ce que pour voir ses yeux, regarder ses enfants devenir vieux, nous, on veut voir un bac nous dire « I am back ». I am back. Merci Hélène Beckett d'avoir partagé. Merci. C'est émouvant. Et je pense que ça retrace vraiment très bien le parcours d'Ahmed Bakayoko et plus particulièrement Abobo. C'est-à-dire quand elle chantait, tout ce qu'elle a pu dire, on ressent cela dans ce qu'il a pu faire à Abobo. Merci, Dr Konadjé, d'avoir partagé ce que vous savez de l'homme Ahmed Bakayoko avec nous. Merci d'être venu sur le plateau de cette info. Vous remercie. Merci de votre attention. À la prochaine fois.